Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de presque qualité. On a aujourd'hui, cette semaine, la présence incroyable, comme toujours, de l'ami Y Jeker aux petites manettes à la réalisation. Il y a l'ami Oupi qui est là pour nous entendre déblatérer notre avis sur Ready Player One. C'est la deuxième critique de Ready Player One qu'on fait sur cette chaîne. La première, j'étais solo parce que j'avais pu le voir en avant-première. Là maintenant, c'est Kerr qui a dû payer sa place et donc mettre une grosse partie de son placement, de son assurance vie. Et donc il va pouvoir vous donner un avis comme ça honnête, parce que le mien ne devait pas l'être vu que j'avais pas payé ma place, sur ce film Ready Player One. Quel est ce film ? Eh bien, Ready Player One, c'est le dernier film de Steven Spielberg. Steven Spielberg, réalisateur incroyable, de génie, qui a su faire, par exemple, Jurassic Park, Indiana Jones et le Crâne de cristal, et Jurassic Park, et des films fous. Il a fait également Minority Report, mais cela faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Les Dents de la Mer. Mais ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur des films un peu plus futuristes, comme justement Minority Report, comme on veut le dire. Il avait fait, par exemple, Le Pont des Espions, des choses qui étaient un peu plus rangées. Et là, Pentagon Papers, cette année, c'est son deuxième film de l'année. Et il s'est déjà arrivé une fois dans sa carrière qu'il fasse deux films la même année. C'était donc pour Jurassic Park et La Liste de Schindler. En fait, on est beaucoup à penser qu'il a eu un test de la prostate et qu'au final... Le test est revenu en disant non, c'est bon, monsieur Spielberg, vous êtes en pleine santé. Et là, il s'est dit je fais 3 films par an, je pète les plombs, j'en ai 4 de prévus. Il y a un prochain Indiana Jones qui est prévu. Il a annoncé un Tintin, il veut faire West Side Story, ça n'a plus de sens. Il va faire un film tout le temps. Ouais, un film d'ici, Black Hawk. Et donc, là, tout de suite, on va vous parler de Ready Player One. Film qui a été reçu assez bizarrement, un très bon accueil critique d'abord, puis ensuite les premiers retours publics ont été plutôt en dents de scie. À l'heure actuelle, au moment où on fait la vidéo, on est à 7,9 sur 10 sur IMDb, et il y a eu du coup un certain backlash, un retour négatif d'une deuxième volée. Toi, tu es plutôt positif, plutôt négatif. Quel est ton avis, mon cher Claire ? Alors, déjà, je vais vous donner un conseil si vous n'avez pas vu Ready Player One. Assurez-vous d'aller le voir en 3D dans un cinéma qui dispose d'un bon matos pour la 3D, parce que moi je l'ai vu dans mon petit cinéma de campagne que je salue, et ça fait vraiment plaisir qu'il y ait encore des petits cinémas de campagne. Mais ce film-là se regarde vraiment sur un super écran avec des bonnes lunettes, sinon l'expérience est un peu... voilà. Sinon, mon avis sur le film, il y a un vrai problème autour de ce film, c'est qu'au niveau de la forme, c'est exceptionnel ce qu'a fait Steven Spielberg sur Ready Player One. Au niveau du fond, c'est l'énorme faiblesse de ce film. Et on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo où on va parler un petit peu de l'accueil. Je pense que beaucoup de gens qui ont défoncé Ready Player One ne se sont arrêtés qu'à ça, au fond, à son intrigue, à ses personnages, etc. Et moi, je vais commencer ma critique là-dessus. En effet, Ready Player One a un vrai gros problème au niveau de l'intrigue. C'est extrêmement convenu. C'est à l'image de... Je pense que c'est même volontaire de la part de Spielberg. Il a voulu pousser cette espèce d'hommage au film des années 80-90 jusqu'à son paroxysme. On retrouve exactement la même structure que beaucoup de films, avec un méchant très caricatural qui n'en démord pas et qui restera le méchant jusqu'au bout. L'histoire d'amour improbable, le héros qui est un monsieur tout le monde, etc. Il n'y a pas énormément de nuances, d'un côté les gentils, de l'autre côté les méchants, etc. Et ça, c'est quelque chose qui affaiblit énormément le film. Ce Ben Mendelsohn qui joue Sorrento, donc le grand méchant du film, c'est une catastrophe, vraiment. Ce personnage est une catastrophe. L'actrice, j'ai pas son nom, qui joue la sbire donc de Sorrento, elle a un côté féministe, ok, mais dans les faits, c'est exactement pareil que tous les sbires de grands méchants dans les films des années 90. Et puis, le héros, je l'ai trouvé, Parzival, je l'ai trouvé assez fade. Les personnages qui l'accompagnent, que ce soit H ou Shaw, etc., pareil, H, je l'ai trouvé, donc c'est interprété par l'actrice Lena Waithe, et peut-être plus intéressante dans la bande de Parzival, parce qu'il y a un effet de surprise, etc., mais dont je vous dirai rien, mais globalement,
Les personnages sont pas extrêmement intéressants, on s'y attache pas vraiment. L'intrigue est extrêmement convenue, on la voit arriver à la fin à des kilomètres, etc. Dans le fond, Ready Player One ne te surprend pas. Que ce soit volontaire ou non de la part de Spielberg, on a obligatoirement notre lecture d'aujourd'hui, de 2018. Alors il y a plein de gens qui ont repris Ready Player One plein par point et qui ont dit ici le film est sexiste, ici le film est raciste, ici le film, etc. Tu vois, avec tous les codes d'aujourd'hui. Sauf que moi je pense vraiment que Spielberg l'a fait avec le regard de l'époque, comme les blockbusters qu'il avait fait à l'époque, que ce soit E.T., que ce soit Les Dents de la Mer, que ce soit Indiana Jones, que ce soit Jurassic Park, etc. Il y avait cette espèce d'hommage, et l'hommage dans Ready Player One ne se voit pas qu'à travers les références. Je pense même, par exemple, si tu prends l'exemple des Goonies, sur lequel il a pu bosser, on est même très très proche des Goonies, c'est-à-dire que les Goonies, aujourd'hui on se plaindrait qu'on se moque d'un trisomique, parce que... Et le truc c'est que, alors qu'à l'époque tout était travaillé dans une espèce de logique où tout le monde il est gentil, les mauvais sentiments ils n'existent pas. Bah oui, mais en fait on peut pas analyser un film comme Ready Player One qui, à mon sens, est vraiment construit avec les codes de l'époque, avec nos codes à nous d'aujourd'hui. Et ça fait une petite confrontation qui, dans les critiques, donne des étincelles. Mais là, j'aimerais passer aux références, parce que les références, c'était le cœur du film. Voilà, les easter eggs à non plus finir. Les easter eggs... Si tu passes aux références, du coup, je vais te donner un avis sur les personnages, résumé de mon avis du film. En gros, ce que j'avais dit pendant la première vidéo, et mon avis, c'est un peu plus poussé sur ce point-là, c'est qu'en fait, comme le disait Kerr, le film est un film des années 80-90 qui est produit maintenant. Et du coup, il en a les avantages et il en a les inconvénients. C'est-à-dire que quand on regarde un Stranger Things, la série est arrivée sans prétention et on trouvait ça super chouette, tout ce côté rétro, on avait vraiment l'impression de regarder une vieille série, et la saison 2 est allée encore plus loin là-dedans, plus de références, et ça a fait un très bon matelas de notre envie de nostalgie. Le truc, c'est que là, le film, il est vraiment sur cette même logique, c'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment parti pour être sur si ce film était en fait un chef-d'œuvre oublié des années 90, on aurait trouvé une cassette et on aurait trouvé Ready Player One, ce serait à peu près ça qu'on aurait vu, aux effets spéciaux près. Et le film a vraiment été pensé comme ça, les personnages sont clichés comme les années 90, et du coup, on a l'impression qu'il faut un peu se justifier des personnes qui l'analysent comme un film qui sera un film moderne, récent, avec des points de vue actuels, et par rapport en fait à un film qui essaye d'être vraiment dans les codes des années 90. Et donc quand on a un débat de dire est-ce que Friends est sexiste, est-ce que Friends est raciste, parce qu'avec nos codes d'aujourd'hui, on pense que telle phrase qui est dite, eh bien dans son contexte, elle est sexiste, par exemple. Eh bien, à l'époque, pour les gens de l'époque, c'était pas le cas. C'était pas une série sexiste, Friends. Et là, en fait, on a cette problématique qui peut être prise comme ça de plein fouet. Mais si on occulte un peu ces débats un peu stériles, je pense, c'est vraiment, si vous allez le voir comme un conte des années 90 qui est fait avec des effets spéciaux modernes, vous aurez exactement cette promesse-là. Si vous allez le voir comme étant le blockbuster qui est censé être le nouveau Jurassic Park, le nouveau Rampage, etc., vous serez super déçu parce que le film n'a pas ce genre de modernité de propos. Ouais, alors au niveau des personnages, j'ai quand même oublié un truc important, et ça c'est dans le très positif du film. Il y a un personnage qui pour moi survole complètement Ready Player One, et une actrice également, c'est Olivia Cooke en Artemis. Moi j'ai trouvé le personnage très intéressant. Olivia Cooke est une excellente actrice, qui l'a encore prouvé dans ce film. Quand elle est à l'écran, pour moi elle éclipsait absolument tout le monde. Alors sur les références maintenant, j'ai trouvé que globalement ça marchait pas. Les références, alors en dehors de quelques cas précis où on parlera, quand il y a un amoncellement de personnages issus de différentes licences et franchises, etc. Et on comprend les raisons. En effet, ce sont des avatars, donc comme on en avait parlé ensemble avant la vidéo, il est vrai que comme on peut choisir n'importe qui, il va y avoir un mec qui va prendre Naruto, un autre qui va prendre une Tortue Ninja, et puis un autre qui va prendre Tracer d'Overwatch. Ok,
Mais dans le film, ça fait un peu une overdose. Et une des critiques qui revient beaucoup sur Ready Player One, c'est cet excès de nostalgie, de absolument, actuellement, tout vouloir nous mettre à sauce nostalgie. Les remasters sur les jeux vidéo, Stranger Things qui en fait des tonnes, Ready Player One derrière, qui alors là prend carrément tout ce qui existe et qui le met dans le même film en disant hey, vous avez vu, on a tout mis. Ok. Mais après, moi, il y a un élément aussi sur la nostalgie qui m'intéresse beaucoup, c'est que actuellement, on a un présent et un avenir qui sont tellement pourraves dans leur non mais dans leur globalité. C'est je le parle message pas optimiste. mais non, je parlais pas de nos vies à nous perso, je parle dans leur globalité, le présent et le futur. On a une vision complètement pourrave de ça et à juste titre sur beaucoup de choses. Donc pourquoi est-ce qu'on se retournerait pas vers le passé avec ce regard plein de nostalgie sur les trucs qui faisaient partie des années précédentes? Ceci étant dit, je trouve que dans Ready Player One il y en a trop. Souviens-toi que dans Matrix, quand on demande à l'agent Smith pourquoi est-ce que la matrice elle est en 90, et il dit que c'était le moment où les humains, c'est le pic de l'humanité, c'est le moment où l'humanité vivait la mieux. Et ben c'est bien pour ça que Matrix se déroule pas maintenant. Et il y a plein de fois où j'y pense. Ouais, non mais oui. Et alors les références, il y en a trop. Par contre, il y en a qui fonctionnent extrêmement bien. Le King Kong de Ready Player One, c'est le meilleur. Franchement, moi j'ai pas de souvenir d'avoir vu un King Kong aussi impressionnant, aussi bien foutu, etc. Alors il n'y a pas l'émotion, hein, on l'a bien évidemment que dans une scène d'action, mais en termes d'action avec King Kong, le King Kong de Spielberg surclasse complètement celui de Skull Island. Pour moi, il n'y a pas photo. Revoir le T-Rex, ça fait plaisir. Là, je parle que des trucs qu'on voit dans la bande-annonce. Mais par exemple, tu vois, la DeLorean, ça m'a rien fait. La moto d'Akira, ça m'a fait quand même davantage que la DeLorean. Il n'y aurait aucune référence. Est-ce que le film serait différent pour toi ? Mais il y a certains moments où les références m'ont un peu gonflé, mais il y a aussi beaucoup de moments où les références et les clins d'œil ont été un énorme plus dans le film. Shining, c'est indéniable. Il y a d'autres scènes comme ça. Et au final, sur les références, il y en a des tonnes, mais moi j'ai un regret énorme sur Ready Player One, c'est l'absence de Spielberg. Spielberg, il se montre par le biais du bon gros géant, par le biais du T-Rex. Mais à un moment donné dans le film, il cite Robert Zemeckis. Je trouve ça génial. Mais pourquoi est-ce que Spielberg n'a pas eu le courage de se citer lui-même ? Après tout, il a fait des films qui ont été extrêmement importants dans la culture pop, dans la nostalgie. Moi, j'ai grandi avec Jurassic Park. Je continue de grandir avec Jurassic Park. Les Dents de la Mer, c'est un des films les plus importants de ma vie. Il y a énormément de gens qui ont grandi avec Indiana Jones. Les Goonies, dont il a été le scénariste et celui qui a inventé l'histoire des Goonies, hein, c'est adapté d'une histoire de Spielberg. Tout ça, tu vois, Spielberg, il a eu un impact énorme, plus que quiconque, sur la culture pop cinématographique, j'ai envie de dire. Plus que Lucas, plus que Cameron. Et pourquoi est-ce que Spielberg ne s'est pas davantage mis en avant après tout ? Alors, ok, il est humble, etc. Ok, soit. Mais là, pour moi, ça a été le manque en termes de référence. Et pour passer maintenant sur le plus important, c'est la forme, sauf si tu veux rajouter un truc. Sur les références ? Ouais, vas-y. Moi, j'ai un vrai problème avec la critique sur les références, que tu fais un peu là, mais que beaucoup d'autres personnes ont fait. Le truc, c'est qu'il y a certaines des critiques que j'ai entendues ces derniers temps. Je vise personne de vraiment particulièrement, parce que je l'ai entendu chez beaucoup de personnes. En gros, il y a beaucoup de personnes qui disaient que toute la promotion était faite sur les références. Vous allez voir des références partout, etc. Et vrai. Que du coup, le film, en fait, quand tu vois la DeLorean, elle n'est pas utile dans le jeu. Il n'y a pas un moment, elle fait des voyages dans le temps, etc. etc. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juger le film sur sa promotion, qui n'est pas le film. Le film, dans 20 ans, on aura oublié quel était son trailer. Le film, c'est une œuvre à part entière. Et le truc, c'est que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut juger un film sur une promotion qui a over-hypé ou pas suffisamment hypé ou fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Le film, quand il se regarde, effectivement, la DeLorean, elle sert ou elle sert pas, on s'en fout. C'est littéralement des skins. Le principe, c'est de dire que le monde réel est devenu... et les gens l'ont délaissé pour le monde virtuel et dans lequel ils ont mis tout ce qui était leur doudou à eux, tout ce qu'ils aimaient eux. Et donc du coup, moi, si j'étais dans un monde complètement virtuel, il est fort probable que j'ai une DeLorean en voiture. Non mais très sincèrement. Parce que les films Retour vers le futur, c'était mon enfance. Quoi, une DeLorean ? Le choix naturel de toute personne sensée, c'est bien évidemment la Jeep de Jurassic Park. K2000. Et le truc, c'est que en fait,
c'est logique. C'est comme ça que ça se passerait si on était dans leur univers. Donc je sais pas pourquoi on va faire un procès au film parce que il a mis plus de ci, plus de ça, pas suffisamment. En gros, on s'en fout. On s'en fout qu'il y ait Disney est mentionné, mais que c'est pas présent. Le but du film n'était pas de faire une collection, de savoir est-ce que oui ou non on peut avoir tout le monde. Il y a un film qui avait déjà eu à peu près cette utilisation des références, qui était aussi un film sur le jeu vidéo, qui était Wreck-It Ralph, Les Mondes de Ralph, je crois en français. Et on avait tous les méchants de plein de jeux vidéo qui étaient présents, et on avait à la fois des jeux Capcom et des jeux Sega. Et le truc, c'est que ok, c'était des personnages qui étaient utilisés parce que c'était dans l'histoire. Là, je vois pas quelle est la différence. Je vois pas en quoi c'est moins bien ou en quoi c'est mieux. Et donc de faire la critique du film en premier lieu en disant non, mais en fait, les références, moi c'était Overdose. Mais c'est juste génial qu'il ait pu faire ce qui aurait été la réalité de ce monde-là. Et surtout, le film n'est pas du tout sur ça. Non, pas du Il tout. pourrait y avoir aucune référence que le film ne serait pas touché. Et il y aurait un autre gros monstre à la place de King Kong. Ça aurait peut-être été un tout petit peu moins sympa. Moi, il y a 2-3 références que j'ai trouvées très réussies. Mais à part ça, le film aurait été pas Lesquelles ? particulièrement touché. Shining. Shining, c'était sympa, mais surtout une à la fin. Je veux pas la spoiler. Qui est un animé japonais. Non, tu peux le dire, c'est sur l'affiche et dans la bande-annonce. Tu peux parler de Gundam et il est partout. De Gundam. Franchement, quand il y a le clin d'œil à Gundam, je l'attendais pas et c'était vraiment, vraiment stylé. Puis c'est hyper bien fait. Mais globalement, il serait pas là. Le film resterait avec une réalisation qui est incroyable et impeccable. Le problème de Spielberg, c'est qu'il est trop bon. Et qu'il est trop bon à travers le temps. C'est-à-dire que Là, tu parles de la forme, là. Ouais, là, je parle de la forme. Avant, pas trop la forme. Bon, vas-y alors. Alors, par contre, sur revenir sur la référence, il y a un truc. Bon, je te rejoins globalement sur ce que tu as dit, mais il y a un truc quand même qu'on n'enlèvera pas à Spielberg, c'est que le mec, dans la même scène, il a mis King Kong, le T-Rex, une DeLorean, Akira. Et ça, quand même, il n'y en a pas beaucoup. Le mec, il a réussi à faire le meilleur King Kong. C'est-à-dire que Jackson s'y est frotté, etc. Il pourra partir en disant j'ai fait le meilleur King Kong. Il pourra partir en disant j'ai fait revivre Kubrick avec son Shining dans un film. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où là, pour le coup, avec les références, Spielberg s'éclate. Et je pense que chez Blizzard, quand ils ont vu le Jim Raynor de Spielberg, ça devait trembler sérieusement au niveau des genoux, hein, parce que le Raynor de Spielberg, moi je l'ai trouvé super stylé. Donc voilà. Maintenant parlons de la forme. Donc la mise en scène, bien évidemment, tout ce qui est décor, les effets spéciaux et tout. Et je te rejoins sur un truc que tu avais dit, c'est qu'en effet l'image est pas extraordinaire au niveau de la DA, c'est ce que tu disais. Que je disais dans la première vidéo, c'est que la direction artistique, moi je trouvais que en gros tout ce qui était fait en image de synthèse était plutôt moche. Ouais, et je suis d'accord avec toi, les personnages en image de synthèse, en dehors d'Artemis, moi j'ai eu beaucoup de mal à adhérer aux personnages. Le héros, et en fait c'est le du même... mauvais Valérian. Oh, t'es dur quand même. Non, c'est du mauvais Valérian. Compare Perceval avec du Valérian, c'est du mauvais Valérian. Ouais. En effet, ça c'est, on est d'accord. Par contre, au niveau de la mise en scène, d'idées dans la réalisation de Spielberg, la force de certaines scènes, comme la scène de Shining, comme la scène de la course-poursuite au début, c'est chef-d'œuvre. Il y a vraiment une maîtrise chez Spielberg qu'il n'y a pas chez les autres réalisateurs. Et c'est pas pour rien que c'est un monstre. En off, tu m'avais parlé de l'impact qu'avait Spielberg sur notamment tes études dans le cinéma, où tu avais étudié tous les réalisateurs modernes. Mais oui, exactement. Mais simple, je vais prendre un exemple tout con, mais Dawson, il est fan de Spielberg. Si tu te rappelles de Dawson parlait beaucoup des films de Spielberg, de certaines scènes, etc. C'est étudié en école de cinéma, etc. Spielberg est un monument. Et il l'a reprouvé avec Ready Player One, si certains l'avaient oublié. Dans la mise en scène, alors, je ne suis pas un expert de la mise en scène, mais j'ai été bien conscience à ce moment. Et pourtant, moi, je fais partie, je pense, des gens qui s'arrêtent davantage au fond qu'à la forme. Et c'est le reproche qu'on peut faire à ceux qui ont fait beaucoup de critiques très négatives sur Ready Player One. Mais là, cette fois, non. Pour moi, c'était évident. Et il y a plein de scènes de Spielberg dans ce film-là qui puent le génie. Et ça a fait que ce film-là, alors certes, il a une intrigue, des personnages qui sont très convenus, qui peuvent être décevants et qui au final on sort du truc, on n'en a rien retenu de particulier.
Par contre, il vous a mis une claque visuelle pendant une très grosse partie du film. Et moi, je vais terminer mon avis là-dessus en disant que pour moi, il y a un lien qui est évident, et d'ailleurs je l'ai vu, j'ai vu des articles en parler notamment, mais je l'avais vu immédiatement au cinéma, c'est que ce Ready Player One, c'est le Avatar de Cameron. C'est visuellement, les deux, sur ces films-là, ils ont réalisé des prouesses différentes les uns des autres, mais l'un de l'autre, mais en tout cas, ce sont des prouesses. Ils ont prouvé que les décennies passées, mais que le mec qui avait pondu Terminator 2, il était capable en 2009 de te sortir Avatar, que le mec qui t'a pondu le premier blockbuster de l'histoire estivale, c'est-à-dire Les Dents de la Mer, il est capable en 2018 de te sortir Ready Player One. Les mecs, ils traversent le temps. C'est incroyable ce que font Cameron et Spielberg. Par contre, les deux sont confrontés au même problème. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'intrigue de Ready Player One? Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'intrigue d'Avatar? Le méchant Stephen Lang dans Avatar, c'est le même calibre que Ben Mendelsohn dans Ready Player One. Par contre, bah voilà, ils ont marqué vraiment leur époque. Et je pense que Ready Player One, une fois que les critiques très négatives seront passées, que les gens, cette espèce de hype anti-Ready Player One sera passée, je pense que le film fera partie de ces films qu'on n'oubliera pas. Finalement. En fait, le film, et tout ce que je lui souhaite, c'est qu'il sera redécouvert avec sa sortie sur Netflix, sa sortie sur Amazon Prime Video. Ou en Blu-ray, simplement. Les gens qui vont se le mater. Les gens qui vont se le mater par hasard pour les vacances de Noël et des trucs comme ça. Et le film pourrait devenir être un vrai classique, un vrai film culte sur la durée, parce que pendant des années, on aura envie de le revoir. Oui, parce que dans ce film, il y a des scènes extrêmement kiffantes. Et le truc, c'est que pour revenir sur la forme, en gros, il y a le vrai juge de paix, c'est est-ce que vous avez aimé le film ou pas? Est-ce que quand vous l'avez regardé, vous avez eu du candy eye? Est-ce que c'est tout ce que vous en avez eu plein les mirettes? Est-ce que l'histoire vous a plu ou pas? Est-ce que les images étaient tellement vite et bien cadencées que ça vous a plu? Ça, c'est le vrai juge de paix. Maintenant, si on regarde le film d'un point de vue purement analyste filmique, qui n'est pas toujours relié, le truc, c'est que le film, il survole, mais vraiment, il survole tous les autres films que j'ai pu voir cette année, et l'année précédente, et l'année encore précédente. Le truc, c'est qu'on a... Mad Max, il y a 2 ans. On a un film... Mad Max, ça en met plein la gueule, mais le niveau de technicité est largement en dessous. La technicité de réalisation. Il y a des scènes quand même qui sont dingues. C'est les exemples que je prenais lors de la première critique. En gros, une des vraies problématiques qu'on a quand on fait un film, c'est la notion d'espace. Et surtout parce qu'une caméra, là on est en plan fixe, c'est facile. Vous savez qu'il y a un premier plan, deuxième plan, et il y a un fond, il y a le téléviseur. Imaginez que cette caméra-là, elle se déplace. Imaginez que je vais avoir plusieurs caméras qui vont tourner. Imaginez que la caméra qui est là, elle est là-bas. Il faut que le cerveau puisse toujours comprendre quelle est la pièce, comment est-ce qu'on est, quelle est l'action et tout ça. Pendant qu'en plus, nous, on est en train de bouger, peut-être de se déplacer. En fait, c'est pour ça qu'il y a plein de films que vous voyez au cinéma qui sont soit les films à petit budget, où généralement, en fait, le seul truc que vous voyez, c'est un plan avec le plan large, le gros plan sur l'acteur premier, le gros plan sur le deuxième acteur, ce qu'on appelle champ contre champ, plan large. Et au final, si vous regardez par exemple Le Cœur des Hommes 2, vous allez voir que 90% du film, ce n'est que ça. Donc c'est une pauvreté totale dans les propositions de plans qui sont faits à l'image, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont des plans dans des voitures et qu'il faut avoir des idées, et tout ça c'est déjà très compliqué. Le film a plein de qualités, c'est pas ce que je remets en cause, je parle juste de technicité. Et le truc c'est que Godard par exemple était très connu parce qu'il était capable de manière très intelligente, avec peu de plans, de travailler les espaces, etc. Là où on a Spielberg, qui lui, il est dans un autre niveau. Il est là où j'ai jamais vu aucun autre réalisateur est. C'est-à-dire que non seulement il est capable d'avoir sa caméra qui virevolte dans tous les sens sans qu'on soit jamais perdu dans l'action, mais en plus, il va aller travailler les défauts du cerveau. Il va aller, par exemple, filmer un reflet, parce que du coup, le reflet inversant l'image, le cerveau va comprendre, parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas si on était passé de l'autre côté ou pas. Le fait d'utiliser un reflet va permettre au cerveau de bien comprendre. Il est tellement plus loin que tous les autres dans la maîtrise vraiment de l'objet cinématographique. J'ai honnêtement jamais vu ça ailleurs. Et c'est pas ça qui fait un bon film ou un grand film ou un excellent film. Au final, c'est votre relation à lui. C'est ce que vous l'avez aimé ou pas.
Mais d'un point de vue technique, le film, dans sa réalisation pure, le film est un chef-d'œuvre. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film dont il n'y a qu'une fois. Enfin, il y en a un tous les 5 ans, tous les 10 ans, j'en sais rien. C'est vraiment un film qui doit être analysé, étudié pendant les années et les années prochaines dans les écoles de cinéma. Et c'est Et pour ça c'est que pas s'arrêter toujours- à l'histoire, c'est Et dommage. exactement, et c'est pour ça que parfois le film, un des précédents films de Spielberg, avait exactement ce problème-là. Le film du Crâne de cristal, globalement, moi je l'ai trouvé plutôt, Donc c'est Indiana Jones 4. j'ai trouvé plutôt moyen, voire désagréable. L'histoire était vraiment trop pataude, etc. Enfin, vous avez votre avis dessus. Le truc, c'est que, en fait, ça n'empêchait pas le film d'avoir des parties de réalisation qui étaient à la fois des clins d'œil à des vieux classiques du cinéma, mais en même temps qui les modernisaient, mais en même temps qui étaient en train de remettre quelques codes sur la manière d'aller tourner certaines scènes d'action, que ce soit la scène de voiture était réutilisée à des dizaines de reprises dans tous les Fast and Furious, alors que c'est juste une scène de voiture qui dure 2 minutes au début. Enfin, en vrai, Spielberg, il faut pas s'arrêter au Pont des Espions et aux films qui sont un petit peu en dedans comme ça. C'est un des plus grands artistes qui est un peu au sommet de son art. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier quand on regarde Ready Player One, c'est à quel point l'action, elle peut partir dans tous les sens, vous n'êtes jamais perdu. Alors que regardez par exemple un Quantum of Solace, il y a une course-poursuite au début, on ne sait plus où sont les voitures, on ne comprend plus rien, et ça c'est vraiment juste dû à la qualité du réalisateur. D'autres choses à rajouter? Non, je pense qu'on en a parlé. Regardez-le, faites-vous un avis. Si vous l'avez pas aimé, si vous l'avez aimé, bah c'est une œuvre, donc chacun y vient avec son affect. Essayez juste, c'est le seul truc que je peux essayer de demander, c'est essayer juste de ne pas le juger sur sa promotion qui a été trompeuse, et ça c'est vrai. Mais peut-être que ce film, il mériterait d'avoir une promotion qui s'oublie et de le redécouvrir dans quelques années. Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Après, juste pour revenir sur la DA, j'ai dit que la direction artistique n'était pas très jolie. En même temps, c'est vrai qu'elle fonctionne avec toutes ses références, et ça, c'était pas gagné. Un petit mot aussi sur la BO, elle est sacrément stylée. Ah ouais, vraiment. Ouais. Vraiment, Moi, je vraiment. l'écoute en ce moment dans la voiture. Bon, je vais moins vite que l'ami Parzival pour obtenir la clé, mais franchement, Mais forcément, tu vas en marche arrière, du coup, sur l'autoroute. non, c'est beaucoup trop dangereux. Je n'ai pas assez de cornets pour ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, de vous abonner, la petite cloche également pour être informé des prochaines. Par là, je pense. Ouais, bon, enfin, moi, j'en sais rien. Moi, j'ai le problème crois que- avec la je crois caméra, que les par plans là- et tout. Je suis perdu. Par là, il y a le bouton abonné, Ouais. et par là, voilà, au niveau de ma jambe, là, il doit y avoir la cloche pour activer les notifications. Non, par là, tout à l'extrémité, ici, il y a également l'endroit où vous pouvez accéder à nos Twitter. Greg, vas-y, dis-le parce qu'avec les tirages. Greg _ Big B. Il y a également l'ami YGKR sur Insta et sur Twitter. Je suis sur Insta, mais j'ai pas encore posté beaucoup. Il y a Le l'ami site. _Oupi qui est à la réalisation, qui a un avis très tranché sur énormément de choses. Si vous n'avez pas peur Et des... notamment, un truc que j'ai découvert avec son compte Twitter, c'est la gastronomie. Il propose vraiment des recettes. J'étais sidéré. Est-ce que tu en as jamais proposé une seule? Jamais. Voilà. Et aussi le jardinage. Là, moi j'ai découvert à quelle période de l'année il fallait planter ces jardins. C'est vrai. C'est le fou de la réticule, comme on dit. On se retrouve du coup pour les Et le prochaines... site Ah oui, c'est vrai. www.culteclic.com. Allez-y. Et Enfin, évidemment, vous n'êtes pas obligé, mais allez-y, ça vous fera plaisir. partagez la vidéo. Il n'est pas monétisé et c'est très rare sur Oui, Internet. et aucune pub sur notre site. On Pas a de pognon. On a voulu que l'expérience pour quelqu'un qui se balade sur le site soit la même que tu as Adblock ou que tu ne l'es pas. Ouais. Et c'était une première mondiale. C'était Ouais. vraiment, on nous a dit vous êtes des fous. Il y a beaucoup de gens comment qui nous vous en ont dit vous sortirez êtes particulièrement des abrutis. Oui. On a Les dit gens mais nous ont pourquoi dit mais vous virez dans la rue. Et on leur a dit mais non. Mais non. Mais on veut Mais faire de l'art. Mais les gens seront conscients de tout ça et nous ouvriront leurs portes. Bah c'est faux. Ils nous ouvrent pas du tout leurs portes. Même de l'eau les mecs. Ils Non, rien. balancent On est obligé d'attendre qu'ils flottent. des Heureusement, bisous. on est en France, ils flottent souvent. Ciao. Ciao.